Bonjour à tous, bonjour Marion. Bonjour Mélissa, bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui à la formation Chanty Travel, l'Indonésie au-delà de Bali. Donc la formation va se dérouler en 2 temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu Chanty Travel en général. Et Marion, notre experte production en Indonésie, va vous présenter un petit peu différentes îles d'Indonésie qui sont un petit peu moins connues que la fameuse Bali. Et ça vous permettra ainsi de pouvoir en parler un peu plus facilement avec vos potentiels voyageurs. Donc allons-y. Donc moi je suis Mélissa, responsable B2B pour Chanty Travel. Chanty, ce qui est très important déjà pour nous, ce qui est au cœur de l'ADN Chanty, c'est l'humain. L'humain, donc les rencontres, c'est très important pour nous, que ce soit les rencontres avec les locaux, les rencontres avec nos guides, les rencontres avec les équipes Chanty, les rencontres également dans un petit groupe avec les autres personnes du groupe. L'humain, la rencontre, c'est vraiment au cœur de tous nos programmes et de tous nos voyages. Donc, Chanty Travel a fêté ses 20 ans en 2025. On va avoir 21 ans cette année. Alex et Jérémy ont fondé Chanty en Inde. Chanty, ça veut dire paix en hindi. Donc, ils sont tombés amoureux du pays. Ils ont décidé de lancer Chanty Travel là-bas. Et ensuite, ils ont ouvert plusieurs bureaux en Asie, donc au Sri Lanka, en Indonésie, au Vietnam, au Japon, aux Philippines, en Malaisie. Et également, le petit dernier, un deuxième en Inde, à Jaipur. Donc aujourd'hui, on a 2 bureaux en Inde, à Delhi et Jaipur. Donc dans ces pays-là, on opère directement, mais on travaille aussi avec d'autres destinations sur lesquelles on travaille avec des partenaires. Donc vous pouvez aussi nous interroger sur une grande partie des destinations d'Asie. Notre expertise, donc on a des départements FIT, groupe et MICE pour répondre à vos différents besoins. N'hésitez pas à nous interroger sur ces différentes thématiques. On propose aussi une gamme GIR complète. Donc on a aujourd'hui une vingtaine de GIR sur plus de 15 destinations. C'est des voyages donc à date fixe en petits groupes de 2 à 12 personnes. C'est des voyages qui sont assez qualitatifs justement parce qu'ils sont en tout petits groupes et on a vraiment une volonté d'immersion et d'authenticité. Donc n'hésitez pas à nous interroger si vous avez des clients qui peuvent être intéressés. On peut aussi bien sûr vous envoyer toute la gamme de produits. Un accompagnement francophone sur toute nos destinations. Des outils d'accompagnement et de formation aussi que nous proposons à nos partenaires B2B. Donc, on propose des webinaires chaque mois avec des formations sur des destinations ou des thématiques. On peut aussi proposer des formations personnalisées pour les agences qui sont intéressées. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur des thématiques. En ce moment, on fait beaucoup de formations personnalisées sur les GIR. Donc, c'est quelque chose qu'on peut bien sûr faire pour vous. Et enfin, des nouveautés. Nos équipes locales, c'est notre force. Elles sont sur le terrain, donc elles sont là pour aller chercher toujours de la nouvelle production, des pépites, ce qui va faire un petit peu notre différence, ce qui va faire qu'on va s'éloigner des circuits touristiques classiques. Donc ça, c'est aussi une de nos forces. Notre vision du voyage, le respect de l'humain, de l'environnement. Ça aussi, c'est quelque chose de très important pour nous. La contribution carbone qu'on a sur tous nos voyages. L'expertise locale. Donc, pour vous accompagner, il y a toujours une personne francophone qui va vous aider à construire les programmes pour vos voyageurs, à préparer le voyage, à faire le suivi, bien sûr, sur le terrain. Donc, on est vraiment partenaires sur toutes ces destinations-là. On travaille ensemble avec vous. L'authenticité à la rencontre, j'ai déjà dit, c'est vraiment au cœur de Chanty. Donc ça, vous le retrouverez sur tous nos voyages. Et enfin, la sécurité, avec notamment la garantie APST, qui permet bien sûr à nos partenaires, aux voyageurs, d'avoir toutes les garanties possibles. L'engagement responsable et durable, j'en ai parlé un tout petit peu, je vais m'y arrêter juste un petit peu plus avant de laisser la parole à Marion, pour pas prendre trop de temps là-dessus, puisqu'aujourd'hui c'est vraiment l'Indonésie qui est au cœur de la formation. Donc on a un engagement qui est assez fort pour essayer de proposer en voyage des voyages les plus éthiques possibles. Donc on a nos destinations qui sont partenaires Travel Life, et depuis quelques mois l'Indonésie a été certifiée Travel Life, donc ça vient couronner des années de travail sur notre engagement éthique, environnemental et social.
Donc les différents points qu'on peut développer rapidement, c'est la compensation carbone, donc qu'on propose sur tous nos voyages, 23 € par jour et par personne, ce qui va nous permettre de développer des projets sociaux et environnementaux avec des ONG locales sur, par exemple, la mobilité, la permaculture, la reforestation en Inde, au Ladakh notamment. La réduction du plastique, on a aujourd'hui pu économiser 105 000 bouteilles au cours de tous les voyages qu'on a pu proposer. Donc ça, c'est aussi une belle victoire pour nous. Et encore, c'est un chiffre qui augmente bien sûr chaque jour. La sensibilisation des voyageurs et des partenaires. Donc on forme nos équipes bien sûr, nos partenaires, nos guides, nos chauffeurs. Justement à ce type de voyage éthique pour faire les bons choix. On a aussi un guide du voyageur pour permettre d'expliquer à tous nos voyageurs comment bien voyager en respectant bien sûr la culture locale et l'environnement. Et enfin, le bien-être des équipes locales, que ce soit nos propres équipes ou les fournisseurs et les personnes avec qui on va travailler au quotidien, les communautés également. Donc voilà pour la présentation rapide de Chanty Travel. Je vais laisser maintenant la parole à Marion qui va pouvoir vous raconter un petit peu l'Indonésie qu'elle connaît et vous donner les tips pour pouvoir en parler au mieux avec vos clients. Merci Mélissa. Donc moi je suis Marion, je suis basée à Bali et je suis en charge de toute la production de l'Indonésie. Aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire avec Mélissa, c'est parler de l'Indonésie hors Bali parce que Bali est déjà extrêmement connu et c'était peut-être montrer les différentes facettes de l'Indonésie. L'Indonésie compte plus de 17 000 îles, donc il y a quand même beaucoup de quoi faire. Et ce que j'adore particulièrement en Indonésie, c'est que chaque île a son identité. Donc, on va retrouver vraiment un type de voyage qui va plaire à un certain type de voyageurs en fonction des îles. Et ce pays est tellement grand qu'il peut satisfaire les très grands voyageurs comme les voyageurs un petit peu moins expérimentés. Donc, on le verra, mais c'est une destination qui est encore très authentique, toutes les îles ne se valent pas en termes de confort, par exemple, ou d'expérience, mais c'est ça qui fait le charme aussi de la destination. Et c'est pour ça qu'il faut bien veiller aussi à mettre au fait les voyageurs pour qu'ils soient prêts avant le séjour à quel type d'expérience s'attendre lorsqu'ils viennent en Indonésie. C'est encore une destination qui offre un bon rapport qualité-prix, donc qui peut plaire à vos voyageurs qui souhaitent faire attention à leurs dépenses tout en découvrant de magnifiques paysages et de magnifiques traditions. Et on peut avoir de tout ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez aussi bien satisfaire les voyageurs en quête de balnéaire que ceux en quête de plongée ou de trek. Si on voit la petite carte juste ici, pour un petit peu illustrer le fait que chaque île soit vraiment différente les unes des autres, vous avez notamment l'île de Sumatra ou de Kalimantan connue pour ses orang-outans. Quand vous allez rechercher un petit peu plus de culture, vous allez aller du côté de Java ou de Sulawesi ou encore Flores. Et si vous voulez explorer les magnifiques fonds marins, vous allez aller du côté de Raja Ampat par exemple, des Moluques et de Flores. Pourquoi pas de Lombok aussi, pour les plages surtout. Donc ça vous donne un petit peu une overview de l'étendue de l'Indonésie, qui est vraiment un pays immense. On s'en rend pas toujours compte quand on le voit sur la carte, mais il est vraiment énorme. Et si on voit ensuite par photo, voilà, ça va illustrer un petit peu les différents types de paysages auxquels vous pouvez vous attendre. Donc aussi bien un côté un petit peu plus montagnard, un petit peu plus volcanique, on va dire, quand vous êtes du côté de Java, et quand vous suivez aussi, vous êtes du côté de Sumatra ou bien Kelimutu à Flores, donc vous avez ces types de paysages. Vous avez aussi des paysages magnifiques de Raja Ampat, les orang-outans, donc la faune, la flore, vraiment sur chacune des îles, c'est sublime. Mais si on va un petit peu plus en détail sur les îles, on va dire les plus principale de l'archipel, on va retrouver Sumatra. Donc Sumatra, la première des îles,
de l'archipel, qui est une très grande île avec 2 aéroports internationaux que sont Medan et Padang, depuis lesquels vous pouvez donc arriver et faire différents itinéraires. Sumatra est largement connu pour sa rencontre avec les orang-outans. C'est la dernière destination au monde où vous pouvez voir les orang-outans semi-liberté, donc c'est vraiment une expérience incroyable. Et cette île va surtout s'adresser aux amateurs de nature, de randonnée. Ce ne sont pas des randonnées très difficiles, mais il faut aimer marcher, il faut aimer la nature, il faut aimer le confort un peu plus rudimentaire pour appréhender cette jolie destination. Et on le voit ici sur la carte. Donc, on va pouvoir imaginer quelques itinéraires sur Sumatra, notamment dans le nord de l'île. Je vous parlais de Medan tout à l'heure. Ça va être l'aéroport privilégié pour l'arrivée des voyageurs et pour partir à la rencontre des orang-outans sur le parc national de Gunung Lezer à Bukit Lawang, notamment. Mais tout le nord est assez propice à cela. Et donc, vous pouvez rester 2-3 jours dans la jungle à la rencontre des orang-outans avec un ranger avant de continuer votre itinéraire du côté de Samosir, par exemple, pour aller voir le lac et des traditions du peuple Batak, ou bien continuer encore votre périple un petit peu plus au sud vers Padang, donc qu'on a vu tout à l'heure. Et les petites îles que vous voyez sur la carte à gauche sont des îles aussi qui sont très plébiscitées, soit pour le surf, soit pour les rencontres avec les peuples Mentawai, par exemple. Donc c'est vraiment une destination qui sort des sentiers battus, comme le souhaitent certains et la plupart de nos voyageurs. Et vous pouvez quand même faire de magnifiques activités. Vous pouvez faire du tubing, du trekking, du rafting pour les un petit peu plus sportifs. Ou bien vous avez aussi une possibilité de finir votre voyage côté balnéaire. Souvent on nous demande à Sumatra, y a-t-il un côté balnéaire? Outre les îles que j'ai mentionnées, les petites îles de tout à l'heure comme Mentawai ou les îles Rias, vous avez les îles tout au nord aussi qui s'appellent Wai, Kulawai. Et c'est sur ces petites îles que vous retrouvez le kilomètre zéro d'Indonésie notamment. Et vous pouvez profiter de plages, de faire du snorkeling à votre guise. Donc voilà pour Sumatra, ça donne un petit overview. À chaque fois, vous retrouverez les highlights du voyage dans notre présentation pour vous donner un petit peu plus de matière. Mais voilà ce qu'on peut dire concernant Sumatra. Pour la prochaine destination, Sulawesi, qui est également une île gigantesque, il faut bien prendre en considération les distances lorsque vous aventurez sur des îles en Indonésie qui sont hors Bali, car elles peuvent être assez grandes. Donc vous pouvez, lorsque vous avez des voyageurs qui voyagent avec des enfants, trouver les temps de route un petit peu longs. Donc ce sont des destinations qui se méritent et Sulawesi fait partie de celle-ci. Vous arrivez soit à Makassar, soit à Manado. Makassar tout au sud et Manado tout au nord. Pour vous donner un exemple, un itinéraire du sud au nord peut durer environ 3 semaines. C'est pour vous donner l'étendue de la destination et comme c'est voilà, il y a plein de choses à voir en plus des temps de route assez longs. Donc parfois vous pouvez faire bien une journée de transport pour accéder à la prochaine destination. Et la Sulawesi s'adresse surtout peut-être aux voyageurs confirmés, ceux qui ont déjà exploré l'Indonésie avant ou ceux qui sont en quête des traditions ancestrales plus, on va dire, avec de magnifiques attraits. Je pense notamment au pays Toraja. Vous voyez en photo tout en haut avec ces emblématiques maisons avec les toits si particuliers. Donc, vous avez Toraja qui se situe à peu près au centre de l'île et qui va être le cœur principal de la destination pour sa découverte des rites funéraires notamment, car à Sulawesi, en tout cas à Toraja, on croit que la mort est plus importante que la vie et tout va être tourné autour de ces rites funéraires. Donc c'est vraiment incroyable. C'est pour moi une claque en termes de voyage et de dépaysement surtout. Donc je la recommande fois 1000 et
Gardez en tête aussi concernant l'Indonésie d'une manière générale que lorsque vous êtes sur les endroits un petit peu plus touristiques, vous allez avoir et pouvoir offrir un petit peu plus de confort en termes de logement. Lorsque vous êtes dans les destinations un petit peu moins touristiques, on va dire, le confort peut être un petit peu plus rudimentaire, ce que je disais tout à l'heure en introduction. Donc là, quand vous êtes dans le pays Toraja, vous allez pouvoir avoir des logements assez chouette, assez sympa, puisque c'est la partie un peu plus touristique de l'île. Mais quand vous êtes plus proche de Makassar, justement entre l'extrême sud et le centre, ça peut être un petit peu plus intense, on va dire. Donc voilà. Et si ensuite on passe à la prochaine slide, on peut voir donc la carte comme tout à l'heure. Quelque chose que je n'ai pas mentionné parce que j'ai beaucoup parlé de culture et de tradition pour le centre de l'île à Sulawesi, mais vous avez aussi de superbes fonds marins quand vous allez un petit peu plus au nord, notamment vous allez avoir les îles Togian, vous allez avoir Bunaken tout autour de Manado, et ce sont des spots soit de snorkeling ou de plongée qui sont vraiment parmi les plus spectaculaires au monde. Donc on parle beaucoup de Raja Ampat, mais je trouve que Sulawesi a aussi mérite aussi un petit peu son, on va dire, sa médaille pour les fonds marins sublimes. Tout à l'heure, Mélissa parlait de notre appétence à faire des voyages en petits groupes. C'est le cas notamment sur Sulawesi. Elle vous propose un séjour en petit groupe qui est à mon sens vraiment magnifique et avec les prix que vous pouvez voir qui défient vraiment la concurrence. Donc n'hésitez pas aussi à la partager à vos voyageurs. Et puis ensuite, si on parle de l'île de Lombok, alors l'île de Lombok est une île que vous connaissez peut-être un petit peu plus que les deux précédentes. Elle est surtout connue pour ses magnifiques plages. Quand on va à Bali, on s'attend peut-être à voir de superbes plages. En fait, vaut peut-être mieux aller du côté de sa petite sœur, sa voisine Lombok, qui est encore très authentique, qui permet de découvrir la culture Sasak, donc qui est différente de celle de Bali. Je rapproche à Bali parce que comme elles sont à peu près de dimensions identiques et qu'elles sont vraiment voisines l'une de l'autre, souvent on demande quelle est la différence. Donc vous pouvez dire ça avec à vos voyageurs. Ça va être un petit peu l'alternative pour ceux qui ne veulent pas avoir une destination trop prisée par les touristes, notamment en haute saison, donc sur les mois de juin à septembre. Et sur Lombok, vous avez aussi le superbe volcan Rinjani qui est un beau challenge pour ceux qui ont l'habitude de faire des randonnées, des ascensions de volcans. Si on va à la slide suivante, pardon, on peut voir un itinéraire proposé, mais tout se fait à la carte, donc n'hésitez pas à demander. Si vous voulez appréhender Lombok, ça peut être sympa d'avoir un mix entre culture, nature et bien sûr plage. Donc vous allez retrouver les magnifiques plages surtout le long de la côte, mais au sud, que ça soit du côté de Kuta par exemple, Kuta de Lombok, et au nord, vous pouvez voir du coup Rinjani et les alentours de Rinjani, donc une région un petit peu plus montagneuse. Ensuite, pour la prochaine île qu'on peut découvrir, il s'agit de celle de Java. Alors Java, c'est l'île qui accueille Jakarta, la capitale de l'Indonésie. Donc elle est souvent aussi choisie pour soit arriver en Indonésie, soit en repartir. Jakarta, bien sûr, la capitale. Vous avez aussi Yogyakarta et Surabaya qui sont des aéroports internationaux. À Yogyakarta, vous allez avoir la découverte de la culture qui est vraiment magnifique avec de très grands temples hindous ou bouddhistes qui sont à découvrir, et toute la ville est aussi très plébiscitée par les étudiants. C'est là où vous avez les super universités en Indonésie. Donc souvent vous allez retrouver une ville un petit peu plus active si vous recherchez un petit peu ce mix city break et culture. C'est très intéressant. Et Java ensuite est très connu pour ses volcans que vous retrouvez à l'est de l'île, que sont Bromo que vous avez en photo et aussi Ijen. Donc pour la prochaine slide, on va voir un itinéraire
là encore, garde en tête que l'île est tout en longueur, donc il y a pas mal de transports pour se rendre d'un point à l'autre. Néanmoins, si vous arrivez depuis Jakarta, vous pouvez avoir toute une partie en déplacement en train. Et là, ça fait écho à la partie Travel Life dont parlait Mélissa. Donc souvent, on nous demande d'avoir des transferts ou des transports un petit peu plus écologiques sur l'Indonésie, et Java va très bien y répondre. Donc si c'est ce qui vous intéresse le plus, ça peut être une bonne option. Et ce mix, comme je le disais, de culture et de nature qui est très sympa. Donc ça, c'est pour Java. Et enfin, l'île de Flores. L'île de Flores, vous en avez peut-être entendu parler lorsque vous entendez parler de Komodo. Le parc national de Komodo que vous voyez en photo juste en haut est l'un des plus magnifiques si vous voulez faire notamment des petites croisières de 4 jours, 3 nuits, 2 jours, une nuit, etc. On peut vraiment le faire sur mesure, et vous allez pouvoir voir les dragons de Komodo, les raimentas, tout ça en snorkeling, c'est vraiment magnifique. Par les dragons, c'est lorsque vous vous baladez. Et Flores, vous pouvez aussi visiter l'île principale, pareil, qui est un petit peu en longueur, donc vous allez changer d'hébergement quasiment toutes les nuits. Si vous voulez voir les plus belles, les plus beaux spots de Flores. Et on peut passer à la slide suivante. Voilà, super. Et Flores va offrir, du coup, sur l'île principale, pareil, un attrait un petit peu randonnée et pas mal culture, avec une île vraiment authentique. Donc là, pareil, comme Sulawesi, comme Sulawesi surtout, j'allais dire Sumatra aussi, mais peut-être que Flores est encore plus authentique, encore plus hors des sentiers battus, et donc avec des hébergements plutôt rudimentaires sur le centre de l'île. Mais lorsque vous arrivez aux parties au spot un peu plus touristique, là vous allez avoir des possibilités d'hébergement tout confort, y compris assez luxe, allant jusqu'aux 5 étoiles. Donc voilà, sur Flores. Et vous pouvez très bien décider de faire une île parce que vous avez par exemple que 2 semaines à accorder, ou bien si vous avez un petit peu plus de temps, vous pouvez décider de faire des combinés. Je sais que souvent, beaucoup de personnes décident de venir en Indonésie et souhaiteraient voir un maximum de choses possibles, donc un maximum d'îles. Je recommande quand même en général de faire 1 semaine par île, toujours en prenant en considération les temps de trajet, le fait de pouvoir visiter pleinement l'île sur laquelle vous vous rendez. Donc c'est important d'avoir peut-être, si vous avez 3 semaines, vous pouvez voir 3 îles, ou même passer, comme je le disais tout à l'heure, les 3 semaines uniquement sur l'île de Sulawesi. Ça, c'est possible aussi, vous n'allez pas vous ennuyer. Donc des combinés possibles identifiés, mais il y en a plein d'autres évidemment. Sumatra, Java, Bali, vous pouvez même finir par Gili qui appartient à Lombok. Là, vous avez un jackpot avec 4 îles. Sinon, Bali, Sulawesi se fait très bien également en termes de transfert de vol interne, parce que parfois, il y a certains vols internes qui ne connectent pas très bien en Indonésie, mais ceux-là sont directs. Java, Bali, Lombok, c'est parfait aussi, puisque vous passez d'une île à sa voisine à sa voisine. Et puis Lombok, Sumbawa, peut être aussi une excellente alternative. Je ne vous ai pas parlé de Sumbawa, mais c'est l'île qui est juste à côté de Lombok, et donc c'est facile de s'y rendre uniquement en ferry à travers 2 heures de ferry. Donc c'est super. Vous pouvez voir notamment les requins-baleines. Voilà un petit peu pour l'Indonésie. Si on vous partage les informations pratiques, on a essayé de vous faire un petit condensé juste ici pour que vous puissiez avoir tout en tête. Globalement, la roupie indonésienne, vous pouvez vérifier le taux de change avant l'arrivée de vos voyageurs. Elle se situe entre 17 000 et 19 000 roupies égale 1 euro. Vous avez ensuite des vols où il vous fera automatiquement un stop pour vous rendre en Indonésie. En général, vous pouvez arriver plus facilement du côté de Jakarta ou de Medan, ou même de Denpasar, Bali. Sinon, vous pouvez faire des stops via Dubaï, via Singapour,
notamment, qui sont très bien desservis. Donc, vous avez à peu près 18 heures de vol peut-être, en fonction des îles que vous ciblez. Ensuite, il ne vous faudra pas de visa, mais il vous faut un visa à l'arrivée, qui peut se payer en amont ou bien sur place à votre arrivée à l'aéroport. Vos vaccins, il suffit d'être à jour. Je recommande toujours d'aller faire un petit tour du côté de l'Institut Pasteur, car nous ne sommes pas médecins. Donc, regardez en fonction de ce qui vous intéresse. Pour les prises et l'électronique, on a exactement les mêmes prises qu'en Europe, qu'en France. Donc, pas besoin d'adaptateur. Les décalages horaires, ça varie de 7 à 9 heures. Actuellement, on est à plus 7 heures, si je ne dis pas de bêtises. Et la meilleure période, pareil, selon les îles, c'est généralement de avril à octobre. Je mets un petit temps d'attente parce que c'est le contraire pour Adjampat. De octobre à avril va être la meilleure période. Donc finalement, il y a toujours un bon moment pour vous rendre en Indonésie. Et l'avantage, c'est que même en saison des pluies, il fait bon toute l'année. Comme là, je suis en t-shirt alors que on est en plein mois de décembre, de janvier. Voilà. Merci beaucoup pour nous avoir suivis et pour en avoir appris un petit peu plus sur l'Indonésie.